On est avec Frédéric Souillot, secrétaire général de FO. Bonsoir, monsieur Souillot. Est-ce que vous réagissez à ce que dit Elisabeth Borne ? Ben non, je réagis pas, rien de neuf sous le soleil. En plus de cela, j'ai écouté. Le discours, il était moins bien que d'habitude. Il n'était pas terrible. Et sur les raisons qu'elle donne sur cette réforme des retraites, c'est tout ce que nous avons combattu depuis toute la période de concertation et depuis le 19 janvier. Elle dit qu'aucun gouvernement n'est allé aussi loin dans le compromis et dans les négociations avec les partenaires sociaux. Pas avec nous, en tout cas. Oui, mais vous êtes FO, donc ça fait une bonne partie des partenaires sociaux. Avec personne de l'intersyndicale. En intersyndicale, on a dit pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Après, on peut discuter de tout. D'accord. Et on a discuté de rien. À chaque fois que nous avions une discussion, d'ailleurs, pas avec les ministres ni avec la Première ministre, on nous mettait des beaux conseillers dans des beaux petits costumes neufs qui notaient des petits trucs sur des cahiers. Et la seule fois où on a eu un écrit, c'était le relevé de discussion du premier volet de la concertation. Rien d'autre. Donc, ça veut dire, là, M. Souillot, à l'heure où on se parle, que vous, du côté des syndicats, si les motions de censure sont rejetées, vous appelez à continuer les mouvements ? C'est ce que l'on appelle déjà à faire, le 23. Et après ? Eh bien, on va se revoir en intersyndicale et on va en rediscuter, mais on va appuyer sur tous les boutons, parce que jusqu'au retrait de cette réforme... Ça veut dire quoi, tous les boutons, M. Souillot ? Retrait de cette réforme. C'est quoi, appuyer sur tous les boutons ? Eh bien, Conseil constitutionnel et tout ce qui fera que cette réforme, il faut qu'elle soit retirée. D'ailleurs, si le gouvernement, l'exécutif, ne voulait pas d'explosion sociale comme nous lui avions signalé dans des communiqués intersyndicaux, dans le courrier au président de la République, il fallait qu'il retire cette réforme. Et on l'a tous dit depuis le début, prenons les choses par l'emploi avant de parler de la retraite. C'était le bon sujet. Alors là, on nous dit, signez-moi un chèque en blanc pour la retraite, et après on discutera de l'emploi ou d'une loi travail. Alors effectivement, on comprend que vous allez continuer à pousser les blocages, les manifestations, tant que le texte n'est pas retiré. Ben oui. Ça va faire long. Si le président ne le retire pas. Vous vous rappelez, j'étais venu sur votre plateau et les intervenants disaient « elle va être votée ». Et je disais déjà, cette réforme ne sera pas votée, elle n'est pas votée aujourd'hui. Alors 49-3. Alors, il est 18h16, on est en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Les députés sont en train de voter les motions de censure. On rejoindra dans un instant notre envoyé spécial à l'Assemblée nationale, Élodie Huchard. Louis Dragner, ça veut dire quoi là ? Le vote se passe dans l'hémicycle ou pas dans l'hémicycle ? Très concrètement et très basiquement. Alors non, donc là, tous les députés sont en train de quitter l'hémicycle ou alors l'ont déjà quitté pour aller dans les salons de l'Assemblée nationale. Et donc, c'est à l'extérieur de l'hémicycle, donc dans les salons, qu'ils vont voter. Et donc, seuls les votes favorables à la motion de censure avec l'intention de renverser le gouvernement, sont comptabilisés. D'accord. Ensuite, donc, dans maintenant une grosse vingtaine de minutes, on connaîtra les résultats. C'est des bulletins secrets où on connaîtra les noms de ceux qui ont voté la motion ? Alors, c'est pas un vote à main levée, mais à l'issue, on peut connaître effectivement... Il y aura la liste de ceux qui ont voté la motion. Exactement, les parlementaires qui ont voté la motion. Et par défaut, ceux qui l'ont pas voté. Et donc, par défaut, exactement, absolument. Okay. C'est très malin. Et donc, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités. Donc, soit la motion de censure est adoptée, et à ce moment-là, le gouvernement est renversé, et la réforme des retraites n'entrera pas en application, soit la motion de censure est rejetée, et dans ce cas, donc, le gouvernement se maintient, et surtout, donc, ce soir, la réforme des retraites peut entrer en application. D'accord. Et le gouvernement saute si la motion de censure est adoptée, Louis ? Absolument. Automatiquement ? Et automatiquement. D'accord. Elisabeth Borne remet sa démission au président ce soir, si la motion de censure est adoptée. Absolument. Et donc après, ensuite, le président doit charger un Premier ministre ou une Première ministre peut-être même Elisabeth Borne, constituer un gouvernement. Après, même si la motion de censure est rejetée, et Elisabeth Borne peut tout à fait symboliquement présenter sa démission au président, qui peut, dans la foulée, la renommer. Tout ça participe de... je pense que les Français n'y font pas beaucoup attention, ça ne change rien dans l'opinion publique, mais c'est une forme de symbolique pour demander en fait, au président de relégitimer Elisabeth Borne et d'envoyer le message que la Première ministre a la confiance du président. Ce qui est très intéressant, Éric Revel, qui est avec nous, vous êtes journaliste, c'est que c'est la première fois en réalité que l'Assemblée nationale vote sur cette réforme des retraites.
Les seuls qui ont voté, ce sont les sénateurs à l'Assemblée. Il y avait tellement d'obstruction qu'il n'y a pas eu de vote de la réforme. Oui, donc ce sera le seul et unique moment, cette motion de censure, où les députés vont s'exprimer sur la réforme. Il y a d'abord eu un chahut fou lors de l'examen de cette loi. Vous vous souvenez que le fameux article 7 sur le passage de 62 à 64 ans n'a même pas pu être délibéré, parce qu'il y avait des montagnes d'amendements. Donc c'est aussi la responsabilité des députés, notamment de la France Insoumise, qui ont permis ce non-débat. Ça c'est vrai. Alors c'est vrai que c'est la première fois qu'il va y avoir un vote, et quel vote quand même, parce que la France entière est suspendue à ce vote. Mais je voudrais quand même, si vous le permettez, tirer un coup de chapeau quand même à Elisabeth Borne. Parce que dans l'exercice difficile qu'elle vient de faire, dans la situation dans laquelle elle est, on sait qu'elle porte la réforme que souhaite le président de la République. Alors je dis pas qu'elle y est opposée, pas du tout, mais elle fait vraiment le job jusqu'au bout. Et dans la Ve République, par définition, le Premier ministre, c'est à la fois le fusible et à la fois le paratonnerre. Le problème du paratonnerre, c'est que c'est pas sur Elisabeth Borne que l'orage s'abat et que donc la foudre tomberait, c'est sur Emmanuel Macron. Et donc je voulais quand même le signaler parce qu'elle est dans un exercice extrêmement difficile. Elle est un bon général jusqu'au bout. D'ailleurs, on ne sait pas si son sort est scellé ou pas, on le verra. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle ne peut pas servir de paratonnerre parce que l'orage, il n'est pas sur elle en réalité. Et il n'y a pas de haine sur Elisabeth Borne, mais plutôt sur le président de la République. 18h19 en direct dans Punchline sur CNews et Europe 1. Élodie Huchard, vous êtes à l'Assemblée nationale. Bonsoir à vous. Ça y est, les députés votent la motion de censure transpartisane. On est bien d'accord? Oui, exactement, Laurence. Pour l'instant, on a eu les prises de parole qui étaient communes aux deux motions de censure. Une seule fois, des explications de vote pour les deux motions. En revanche, à partir de maintenant, il y aura bien deux votes distincts. Jusqu'à 18h45, ils votent dans une salle qui se situe juste à côté de l'hémicycle pour la motion de censure du groupe Lyot, pour cette motion transpartisane. Ensuite, il y aura la proclamation du vote. Deux solutions à ce moment-là. Soit le gouvernement est renversé, et c'est l'hypothèse la moins probable, et dans ce cas-là, c'est la fin du processus. Soit il n'est pas renversé, et donc il passe au vote de la motion présentée par le Rassemblement national. Exactement le même tempo, c'est-à-dire que 30 minutes de vote, puis la proclamation des résultats par Yaël Braun-Pivet. Là, dans combien de temps on aura le résultat du vote, Élodie, pour être très clair? Eh bien, 18h45 pour le groupe Lyot, donc à 19h15 à peu près pour le Rassemblement national. Donc à 18h45, on aura la réponse de savoir si la motion de censure qui a le plus de chances de pouvoir être adoptée l'est ou pas, Louis Dragnel. Absolument, et je peux vous dire dès maintenant, c'est-à-dire que les oppositions aussi s'organisent. Le Rassemblement national a prévu, donc en cas de rejet de la motion de censure, de saisir demain matin à 10h le Conseil constitutionnel. Puis donc il y aura d'autres initiatives qui vont sans doute être conduites par les groupes d'opposition pour essayer, bon gré malgré tout, de faire capoter, d'empêcher la mise en application de la réforme. Mais objectivement, il y a assez peu de chances, je pense, pour que le Conseil constitutionnel la retoque. Cyril Chabagnier de la CFTC, vous êtes le président de la CFTC. Merci d'être avec nous. Il y a une chance, selon vous, que cette motion de censure soit adoptée? Écoutez, c'est pas notre sujet, nous, aux organisations syndicales. Notre sujet à nous, c'est le combat. Ça serait quand même un petit coin pour la réforme des retraites. Oui, mais le problème de tout à l'heure, vous avez dit que c'est la première fois qu'il y avait avoir un vote sur la réforme des retraites. Une motion de censure, c'est pas uniquement un vote sur la question des retraites. Ça englobe beaucoup plus de choses. Vous avez raison. Et donc là, à ce moment-là, c'est de la responsabilité des politiques. Et moi, en tant qu'organisation syndicale, je ne me mêle pas de ce vote. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soir, si c'est rejeté, la loi, elle est adoptée. Elle n'est pas promulguée. Elle n'est promulguée qu'après passage au Conseil constitutionnel. Et c'est là aussi où tout à l'heure, Frédéric disait on va utiliser tous les moyens possibles. Il y a un combat à mener au Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, je crois que toutes nos organisations syndicales font travailler nos juristes et on essaiera de déposer des motions ensemble. Je tiens à rappeler quand même une chose qu'on n'a pas dit tout à l'heure dans le précédent débat, c'est qu'en 2012, il y a eu une expérience avec une loi Duflot pour laquelle le Conseil constitutionnel avait rejeté la loi parce qu'elle n'était pas claire et sincère. C'est quelque chose et on pourrait beaucoup discuter de ça aujourd'hui. Un tout petit mot de Frédéric Souillot, le patron de IFO. Moi, je me mêle pas de politique. D'ailleurs, j'appelle jamais à voter pour l'un ou contre l'autre, quelle que soit l'élection. Maintenant, je lis les sondages. 80% des Français sont contre le recours au 49.3 et 71% demandent la démission du gouvernement. Si on voulait pas en arriver là,
Ils retiraient leur projet de loi avant et puis c'était terminé. Mais là, a priori, ça n'en prend pas le chemin, Monsieur Souillot, on est bien d'accord. Eh bien, je connais plein de projets de loi qui ont été votés, notamment 49.3, et c'était en 2020 sur le projet de retraite. Et c'est le président de la République qui l'a retiré lui-même. Je vous passe la parole dans un instant, Marc Toiti, qui est avec nous sur le plateau. Mais d'abord, direction à l'Assemblée nationale, où se trouve le député Pierre-Henri Dumont. Bonsoir, monsieur le député LR du Pas-de-Calais. Vous faites partie de ces députés qui vont voter cette motion de censure, alors même que votre hiérarchie vous incite à ne pas le faire. C'est bien cela, monsieur Dumont ? Oui, en effet, je vais voter la motion de censure déposée par le groupe Lyotte. Pour une raison qui est très simple, c'est que la Première ministre vient de le redire, il y a un vote sur le projet de loi de réforme des retraites, ce vote c'est la motion de censure. Étant contre ce projet de loi de réforme des retraites parce qu'il demande à ceux qui travaillent dur de travailler beaucoup plus dur et encore plus, et sans rien demander aux autres, je voterai, suivant ses préconisations, celle de la Première ministre, la motion de censure déposée pour renverser le gouvernement par le groupe Lyotte. Vous faites partie avec Aurélien Pradier de ces députés LR qui vont enfreindre, je le disais, les consignes de leur parti. Combien êtes-vous exactement dans les LR à voter cette motion de censure ? Vous savez, vous allez avoir la réponse d'ici quelques minutes maintenant, puisque le vote se termine dans une grosse trentaine de minutes. La réponse, je pense, sera autour de entre 20 et 25 députés LR qui sont prêts à voter la motion de censure. Donc, ce qui veut dire entre un tiers et quasiment la moitié du groupe. Ça prouve bien qu'il y a un malaise vis-à-vis de cette réforme et que, en réalité, en votant la motion de censure, on envoie un message au gouvernement. Ce message au gouvernement, il est double. C'est plus jamais un texte où l'Assemblée nationale ne peut pas s'exprimer, ni en première lecture, ni après la commission mixte paritaire. Le deuxième message, c'est qu'il est encore temps de retirer ce texte, de convoquer une grande conférence sociale, de pouvoir mettre tout le monde autour de la table, les leaders syndicaux, les partis politiques, les représentants des Françaises et des Français, pour aboutir à une réforme des retraites beaucoup plus juste, beaucoup plus efficace, qui reporte beaucoup plus, parler de tous les sujets dont on n'a pas pu parler lors de cette petite réformette des retraites, les politiques de natalité, de démographie, comment est-ce qu'on fait pour remettre au travail les 5 à 6 millions de demandeurs d'emploi catégorie A, B, C, qui aujourd'hui sont au chômage, comment est-ce qu'on fait pour demain assurer la pérennité du régime de retraite, par exemple en mettant une dose de capitalisation. Voilà, tous ces sujets qui ne sont pas aujourd'hui sur la table, parce que cette réforme est une petite réforme qui ne produira pas d'effet, qui divise profondément les Français et qui surtout, parce qu'elle a été mise avec brutalité, avec violence, crée des désordres dans la société et empêchera demain de réformer à nouveau n'importe quel sujet. Comment est-ce que vous voulez imaginer je vais peut-être vous poser une petite question. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, monsieur Dumont. Vous me dites que 20 à 25 députés LR pourraient voter la motion de censure. Ça veut dire qu'on n'est pas très loin du seuil des 30 députés LR qui pourraient faire basculer le gouvernement. Vous pensez que le gouvernement peut être renversé ce soir ? Écoutez, vous m'auriez posé la question ce matin quand j'étais justement sur CNews à la matinale pour annoncer mon vote. Je vous aurais dit qu'il n'y avait aucune chance. Le nombre de députés qui est prêt à la voter augmente heure après heure, minute après minute. Et aujourd'hui, on n'est plus très loin, en effet, du seuil. Non, c'est simplement qu'ils sont arrivés sans idées préconçues et en disant, voilà, je vais me définir selon les discours dans les hémicycles. Ça sert aussi à ça, les discours dans l'hémicycle, pouvoir se déterminer sur son vote définitif. Il y avait probablement une dizaine de députés LR qui étaient en train de se dire qu'est-ce que je fais ? Est-ce que les discours vont me convaincre de voter dans un sens ou dans l'autre ? Et probablement que les discours de la Première ministre, probablement que le discours de Madame Berger, la présidente du groupe majoritaire, a fait en sorte que, parce qu'ils ont été outranciers, parce qu'ils ont été vulgaires, pousse les députés LR, et certains députés LR en tout cas, à voter cette motion de censure. Quoi qu'il arrive, concernant, encore une fois, ce que disait votre parti, vous vous fichez des consignes que donne la direction de votre parti. On est d'accord, monsieur Dumont ? Vous savez, c'est pas le parti qui me fait élire. Moi, ce sont mes électeurs. Moi, je suis député, non pas des Républicains, je suis député de la Nation. Et donc, j'ai des comptes à rendre, peut-être un petit peu à mon parti, oui, mais surtout à mes électeurs. Et c'est vers eux que je vais me tourner dès ce soir. C'est vers eux que je m'étais tourné lors de ce week-end où j'étais en circonscription, à Hoefkerque, à Marcq, à Audruic, à Calais, et qui, partout, les gens que j'ai rencontrés m'ont dit « votez la motion de censure ».
Merci beaucoup Pierre-Henri Dumont avec Léo Marcheguet pour évidemment ce duplex à l'Assemblée nationale. On fera les comptes, donc 20 à 25 députés, les Républicains, selon monsieur Pierre-Henri Dumont, qui pourraient voter cette motion de censure. On accueille Fabien Villedieu. Bonsoir monsieur Villedieu, représentant Sudrail. Est-ce que vous espérez ce soir que cette motion de censure puisse passer et donc puisse renverser le gouvernement ? Bah oui. Tout simplement, enfin tout le monde, je pense, tout le monde attend. Si un jour on m'avait dit que j'attendais le vote d'une motion de censure à l'Assemblée par les Républicains, je ne l'aurais jamais cru. Voilà, on l'attend parce que ça permettrait de sortir par le haut de ce psychodrame là. Enfin, ça commence à être, ça fait rire plus personne, quoi. Voilà. Faut arrêter, il faut mettre un stop à toute cette souffrance des deux côtés d'ailleurs. Je pense même de leur côté, ça doit pas être terrible. Donc la motion de censure, elle passe. Ça y est, la loi est retirée sur les retraites. On a gagné. Voilà. Donc, oui, donc j'espère. C'est les députés LR. Vous misez tout sur les députés LR quand même. Là, on vit un moment assez surréaliste quand même. Dans 10 minutes, peut-être qu'on aura le résultat. Je miserai sur autre chose. Mais là, voilà, effectivement, on est tous là à attendre. Enfin, je pense que tout le monde, je pense que les Français sont tous en train de regarder, mais qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un suspense de dingue. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un gros suspense et j'espère, voilà. C'est la méthode la plus courte. Ça veut dire que dès ce soir, moi, je vais faire la fête, quoi. Bien sûr. Bah oui. Ou pas. Et on sera des milliers. Marc Toiti, c'est effectivement les députés LR peuvent faire basculer le scrutin. Après, on verra dans quelle mesure il y a vraiment 20 ou 25 députés LR qui votent la motion de censure. Enfin, quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire quelle pagaille et quel gâchis surtout. C'est-à-dire que finalement, tout ça pour ça, encore une fois, je me souviens au tout début de ces grèves, ces manifestations, on avait dit attention, on avait dit au gouvernement faites attention. C'est-à-dire ça. Puis comme pour les Gilets jaunes, mais non, ça va passer, tout va bien se passer. On devait utiliser le 49.3, donc ce qui évidemment ajoute met de l'huile sur le feu, et c'est quand même effectivement dommage, sachant que, on vient de l'entendre, ça reste quand même une réformette encore une fois, et moi je suis déçu dans la mesure où on n'a pas fait une grande réflexion effectivement sur cette retraite. Alors peut-être qu'on la fera maintenant, on verra bien. Mais le problème encore une fois, c'est aussi le coût économique que ça va générer, parce que quoi qu'il arrive, j'ai envie de dire, qu'elle passe ou pas cette réforme, le mal est fait. C'est-à-dire que globalement, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, son gouvernement ont beaucoup de difficultés finalement à faire passer des réformes ou éventuellement moderniser le pays. On a une fronde sociale qui est montée. Moi, je pense qu'on est au bord d'une crise sociétale, et c'est ça moi qui m'inquiète vraiment. Et donc, quand il arrive, on a des coûts économiques qui sont élevés. Je pense que d'ores et déjà, ça nous a coûté entre 4 et 5 milliards d'euros en termes de baisse d'activité. Et si ça continue, finalement, ça va ne pas améliorer les choses. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on oublie les autres problèmes de fond, que ce soit l'inflation qui est toujours là, que ce soit les risques aujourd'hui qu'on a du système financier international ou bancaire ou autre, et les taux d'intérêt qui vont augmenter. Parce que si demain la réforme ne passe pas, ou si la situation dégénère, les taux d'intérêt, la dette publique vont encore augmenter. Et donc, ça va nous coûter à nous tous, bien entendu. Est en direct sur Europe 1 et sur CNews. Il est 18h31. Je vous passe la parole dans un instant, M. Souillot. Je veux juste qu'on retourne sur le terrain, juste à côté de l'Assemblée nationale, rejoindre Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner. Jeanne, vous êtes juste à côté de l'Assemblée nationale où il y a déjà des manifestants qui sont rassemblés. Oui, Laurence, plusieurs centaines de manifestants sont rassemblés ici en ce moment, place Vauban. Là, ils scandent des slogans assez éloquents, mais juste avant, ils suivaient en direct les différentes prises de parole qui ont eu lieu à l'Assemblée nationale. Ils vont aussi suivre tous ensemble ici le vote de ces deux motions de censure. Ces étudiants, ces manifestants qui nous expliquent qu'ils se sont donné rendez-vous ici dans le cadre d'une manifestation déclarée. Il y a des syndicats aussi qui sont présents et qui comptent bien poursuivre la lutte, poursuivre le mouvement, la mobilisation. Les forces de l'ordre de leur côté, elles craignent parfois des débordements. On a en tête les images de la semaine dernière à partir de jeudi dernier, et puis ça a continué durant tout le week-end, des affrontements qui ont eu lieu entre les éléments les plus radicaux des cortèges et les forces de l'ordre. Et ce que craignent aussi les forces de l'ordre, c'est que les mouvements, les actions dites coup de poing, non pas la journée de jeudi de mobilisation générale, mais les actions un petit peu plus indépendantes qui pourraient avoir lieu ce soir à Paris, soient un peu plus désorganisées, moins encadrées, et que donc il y ait plus de débordements. Mais pour l'instant ici, place Vauban, cela se déroule dans la bonne enfance, dans la bonne ambiance. Et ce que nous disent aussi les manifestants, c'est la phrase d'Elisabeth Borne qui les a le plus marqués. C'est la phrase qui disait que le 49.3
n'est pas l'invention d'un dictateur. Mais pourtant, eux, ils nous disent qu'ils ont le sentiment qu'Emmanuel Macron évolue tout seul en voulant coûte que coûte faire passer cette réforme des retraites. Merci beaucoup, Jeanne Cancard, Fabrice Elsner. Très intéressant ce que vous nous dites. C'est cette phrase d'Elisabeth Borne qui a vraiment énervé les manifestants. Le 49.3 n'est pas l'invention d'un dictateur. Un tout petit mot, Louis Dragnel. Il y a combien de manifestations qui sont prévues ce soir après le vote ou pas de la motion de censure? Il y a 42 appels à manifester qui ont été recensés, donc à partir de 16h. Et donc c'est suivi de très près par les forces de police et de gendarmerie, donc principalement à Paris et dans les grandes villes. Nantes, Rennes, par exemple. Des syndicats ou pas? Non, il y a beaucoup de manifestations spontanées. Et après, dans certaines manifestations, il y a des syndicalistes qui se joignent aux manifestants. On a vu des drapeaux d'un certain nombre de syndicats dans cette manifestation. Frédéric Souillot, quand la Première ministre dit « le 49.3 n'est pas l'invention d'un dictateur », est-ce que ça vous fait réagir, cette phrase? Ce qui me fait réagir, c'est que c'est pas l'arme d'un dictateur, mais ça s'appelle la bérésina politique. Alors, la pédagogie, c'est l'art de la répétition, mais répéter 11 fois le 49.3 depuis le début du mandat, c'est plus de la pédagogie. Vous comprenez, c'est comme ça que ça doit se passer. C'est bloquer le débat, ça s'appelle un déni démocratique, et notamment depuis le 19 janvier où nous appelons et nous avons mis des millions de personnes dans la rue. Et quand elle dit il y a eu des avancées, on a eu des choses, on a fait des choses avec les syndicats, carrière longue, pénibilité. Non, c'est faux ce qu'elle dit? Lors de toutes les concertations, nous avons proposé tout un tas d'éléments, y compris financiers, l'emploi des seniors, l'emploi des jeunes et tout ce qui allait avec. Et on nous a juste dit recul de l'âge de départ. Sur pénibilité, on peut nous raconter ce que l'on veut sur pénibilité. C'est la même majorité qui avait retiré les critères dans le précédent mandat. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte que les égoutiers, ce qu'ils respirent toute la journée, ça ne rentre pas dans la pénibilité. Tout ce qui est odeur et tout cela, ça ne rentre pas dans la pénibilité. Ils vont reprendre dans la pénibilité le plus petit dénominateur commun, mais pas de socle commun pour la totalité des travailleurs. Alors, si vous êtes dans une branche où ça négocie et où il y a du dialogue, vous aurez peut-être de la pénibilité. Et si vous êtes dans une branche où ça négocie peu parce que le patronat serre la vis, vous ne serez pas pénible, vous n'aurez pas de pénibilité avec le même métier. Et par exemple, si vous êtes éboueur... On peut être pénible, On peut être pénible, ça peut nous arriver. Ah oui, mais je sais, mais parfois à l'Assemblée nationale, et ce que j'ai entendu tout à l'heure, notamment Madame Berger... Qu'est-ce qui vous a choqué dans ce C'était plus que pénible. Oui. Mais pourquoi c'était pénible? Parce que, je sais pas. Elle parle d'une majorité, mais il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. C'est un conglomérat de minorités. Il n'y a pas de majorité absolue. Oui, relative. Il n'y a pas de majorité absolue. Non mais là-dessus vous avez raison et je pense que ce soit un des enseignements. Merci. Non mais un des enseignements, alors c'est ce que vous savez déjà tous depuis le début, mais côté majorité et côté gouvernement, c'est la vraie prise de conscience du fait qu'ils n'ont pas la majorité et en fait leur difficulté au gouvernement et au sein de la majorité, c'est que depuis le début de ce deuxième quinquennat, ils font comme si ils avaient la majorité absolue et ça en interne beaucoup le disent, ils disent en fait il y a une incompréhension, ils se disent mais avant quand on tirait une manette ça répondait, ça votait automatiquement et maintenant ça vote plus automatiquement. Donc comment ça, il y a une incompréhension quand même. Et donc là ils ouvrent les yeux. Comment ça, une incompréhension? Ils savent bien qu'ils n'ont pas la majorité absolue. Ah non, mais depuis le début. Oui, mais ils se disent toujours. On le sait très bien. Mais c'est très inquiétant. Pourquoi dans ce cas-là, Emmanuel Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron dans ce cas a voulu aller jusqu'au bout au vote de ce texte, sachant que le dimanche 3 jours avant, il savait qu'il n'avait pas la majorité? Parce que je vais devoir partir. Allez-y. Les organisations syndicales, c'est une majorité absolue parce qu'il n'en manque aucune. Et on est tous d'accord sur pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation, et tout cela jusqu'au retrait de la loi. Ça, c'est une grande réussite de Macron, d'ailleurs. C'est une grande réussite de Macron, parce que c'est grâce à lui que vous avez l'union syndicale, finalement. Je ne sais pas si c'est une réussite d'Emmanuel Macron. C'est une intelligence des confédérations syndicales. Et par rapport à cette majorité relative et le reste, on n'a pas construit notre unité syndicale sur la réforme des retraites. On l'a déjà construit sur la loi sur le pouvoir d'achat. Après, contre la réforme de l'assurance chômage. Et à la fin, sur la réforme des retraites. Donc, pas de réforme des retraites. Et puis, l'explosion sociale, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Il y a l'inflation, les salaires qui n'augmentent pas, la hausse des prix qui s'envole. Et la réforme des retraites, c'est le catalyseur de tout cela.
qu'il retire son projet de réforme. Après, on discutera de hausse de salaire et de baisse de l'inflation. Frédéric Souillot, secrétaire général Merci. FO, était en direct sur Europe 1 et sur CNews. On part tout